Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire Servim. Hello everyone and welcome to the Servim webinar. Aujourd'hui, c'est Kento Otomo-Lozon qui va présenter un webinaire intitulé Capture de mouvement et animation d'avatar virtuel à l'aide du capteur Azure Kinect. Kento Otomo-Lozon will present the webinar Capture de mouvement et animation d'avatar virtuel à l'aide du capteur Azure Kinect. Et maintenant, je donne la parole à Denis Laurando. I will now let Denis Laurando introduce Kento Otomo-Lozon. Bonjour tout le monde, merci d'être présent ce matin au séminaire du Servim. Ça me fait plaisir de présenter Kento, qui est un étudiant à la maîtrise avec moi. Il travaille sur les interfaces personne-machine basées sur la reconnaissance de gestes, mais ce n'est pas de ça dont il va nous parler ce matin. Comme en faisait mention Annette, il va nous parler de l'animation d'avatar à partir d'images 3D, ce qui est quand même un petit peu en lien avec ce qu'il fait pour son travail de maîtrise, mais ce travail a été réalisé dans le cadre d'un cours de lecture dirigée en génie électrique, là, dans le cadre de sa scolarité de maîtrise. It's my pleasure to introduce Kento, who is a master student under my supervision at the Computer Vision and Systems Lab. Kento is working on the development of human-computer interfaces based on gestures, but this morning he will present a project that he has conducted in the context of a lecture course in electrical engineering on the animation of avatars using the Kinect Azure sensor. So, Kento, tu peux y aller. Merci, Kento. Tu peux maintenant commencer ta présentation. Merci bien. Oui, merci de l'introduction. Bonjour, moi je m'appelle Kento Otomo-Lozon. Aujourd'hui, je vais présenter ce que j'ai réalisé dans le cadre de mon cours à lecture dirigée en génie électrique qui portait sur l'animation d'avatar au moyen d'un capteur de la famille Kinect. Donc, je vais commencer par introduire quelques concepts par rapport à l'animation d'avatar, mais aussi par rapport à la capture de mouvement. Ensuite, je vais présenter un prototype fonctionnel que j'ai réalisé dans le cadre du projet avec une démonstration en direct. Et puis, finalement, je vais comparer mon prototype fonctionnel avec un logiciel, si on veut, plus commercial, open source, développé par Microsoft, qui fait qui remplit le même besoin. Tout d'abord, petite introduction. Les avatars virtuels, on l'entend un peu beaucoup à toutes les sauces ces temps-ci. Donc, je vais partir de la définition que je vais qualifier d'avatar virtuel tout ce qui est représentation d'un utilisateur dans un environnement virtuel. Donc, évidemment, on a par exemple des applications dans le domaine du divertissement, mais aussi dans d'autres domaines où la capture de mouvement peut être utile, comme le domaine médical. Ici, dans des exemples, on voit par exemple à gauche un exemple d'un avatar dans un environnement de réalité virtuelle, de l'environnement Oculus, maintenant Meta, Facebook. On a aussi ce genre de technologie-là, par exemple, dans l'industrie des effets spéciaux au cinéma, où là, on a des images, par exemple, du film Avatar. Maintenant aussi, on a dans nos téléphones, par exemple sur l'iPhone, il y a des emojis qu'on est capable d'animer avec l'expression faciale en temps réel. Donc, c'est tous des exemples d'animation d'avatar, donc d'animation d'un utilisateur dans un contexte virtuel. Donc, tout d'abord, si on veut faire de l'animation comme ça nous prend une forme de données. Donc, la forme de données par excellence, ça va être la capture de mouvement. Donc, dans la littérature, on distingue deux grandes familles d'approches pour ce qui est de la capture de mouvement. D'une part, on a les approches actives où là, par exemple, un acteur ou un utilisateur va porter des appareils électroniques, soit sur son bras ou un peu partout sur son corps. Ça peut être, par exemple, des capteurs inertiels, des gyroscopes, des accéléromètres, etc., qui peuvent transmettre en temps réel les données à un ordinateur pour effectuer du traitement. Généralement, ces approches-là vont avoir un très haut niveau de précision, mais vont rendre le mouvement un peu moins naturel dans plusieurs contextes parce que ça peut être, par exemple, lourd ou encombrant. Donc, souvent, si on veut un contexte de très haute précision sans nécessairement être limité par le type d'environnement, c'est le genre de capture qu'on va utiliser.
Mais dans d'autres cas, on a aussi les approches plus passives où on va utiliser à la place des signaux plus naturels dans la scène. Donc, par exemple, le rayonnement visible ou infrarouge. Donc, certaines méthodes basées sur la vision vont utiliser des fois des marqueurs ou non. Ça dépend encore là, du niveau de précision qu'on veut utiliser. Donc, par exemple, dans le domaine du cinéma, ils vont souvent utiliser des marqueurs sur les acteurs pour augmenter le niveau de précision où là, on veut vraiment le maximum pour les effets qu'on va montrer à l'écran. Donc, de très haut niveau, on peut séparer le traitement de ce traitement-là en vision en 3 grandes étapes. D'une part, il faut avant tout séparer l'objet d'intérêt par rapport à la scène. Comme on a un flux visuel qui peut contenir de l'arrière-plan, etc., c'est important de pouvoir séparer qu'est-ce qui provient de l'utilisateur puis qu'est-ce qui vient de l'arrière-plan qui ne va pas nous intéresser. Ensuite, comme qui est vrai à peu près dans tout ce genre de traitement-là, ça va nous prendre une représentation sémantique propre à notre domaine d'application. Dans ce cas-ci, comme nous, ce qu'on veut faire, c'est de l'animation d'un avatar humanoïde. Ça va nous prendre de l'information sur les différentes parties du corps. Donc, par exemple, un rectangle englobant ou seulement une silhouette d'un utilisateur ne sera pas suffisant pour le niveau d'information qu'on veut pour faire de l'animation. Donc, ça va nous prendre, par exemple, de l'information sur la position des bras, de la tête, des jambes, etc. Et puis finalement, comme nous, dans ce contexte-ci, ce qu'on veut faire, c'est aussi de l'animation dans un environnement virtuel 3D. Ça va nous prendre de l'information 3D sur le corps de l'utilisateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est estimer la pose 3D à partir de ce qu'on reçoit de la caméra. Dans ce cas-ci, comme on utilise un capteur de la famille Kinect, on a accès à des données de profondeur en plus des données couleurs. Donc, ça nous permet d'avoir, somme toute, un niveau de précision adéquat pour faire l'estimation de la pose 3D. Donc, quelques mots sur la représentation un peu plus en détail. Comme ce que j'utilise ici dans ce cadre de ce projet-ci, c'est une représentation assez classique dans le domaine, par exemple, du jeu vidéo ou de l'animation, où on représente le corps de l'utilisateur comme un arbre d'articulation qui chacune définissent une transformation rigide dans la scène et plus spécifiquement par rapport aux parents dans l'arbre des articulations. Donc, ça nous permet de qualifier la position en 3D et l'orientation de chacune des jointures du corps humain, ou du moins les jointures importantes pour ce genre d'animation-là. Ici, j'ai écrit 1 à 3 degrés de liberté par jointure. C'est qu'il est possible, disons, d'avoir des modèles anatomiquement plus réalistes ou moins, dépendamment du contexte. Dans ce cas-ci, par exemple, avec 3 degrés de liberté, qui est la représentation la plus simple dans ce contexte-là, ce serait de dire, par exemple, que chaque articulation du corps peut avoir 3 degrés de liberté en rotation avec la translation fixe par rapport au parent. Donc, on ne permet pas, si on veut, la déformation des membres du corps, mais on permettrait, par exemple, toutes les rotations de la sphère des rotations 3D, par exemple, sur le coude. On sait très bien que, bon, médicalement, on n'est pas capable de faire toutes les rotations possibles. Donc, c'est pour ça qu'il existe certains autres modèles de représentation qui vont, par exemple, plutôt que de définir 3 degrés de liberté pour chaque articulation, on pourrait définir, par exemple, 1 degré de liberté par muscle. Donc, par exemple, plutôt que d'utiliser la rotation sur le coude, on pourrait regarder l'extension ou la contraction du biceps comme méthode pour qualifier la rotation autour du coude, etc., etc. Ça ajoute un certain niveau de complexité, puis dans le contexte de ce genre d'animation-là que je veux présenter aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Donc, je me suis limité à une représentation en rotation autour des articulations. Donc, pour ce qui est du prototype fonctionnel que j'ai réalisé, donc ça prend la forme tout d'abord d'un capteur Kinect Azure, qui est une caméra avec des informations de profondeur. Donc, ça nous permet d'avoir des informations qu'on appelle RGBD, donc des pour depth. Donc, ça nous permet déjà d'avoir les 2 premières images ici que je montre en exemple, où on voit la caméra visible et une carte de profondeur qui est obtenue à partir des données infrarouges du capteur. Ensuite, par-dessus ça, j'ajoute l'utilisation de la librairie de body tracking qui est fournie
par Microsoft dans la trousse de développement qui va nous permettre de prendre ces captures-là et d'obtenir directement la silhouette de l'utilisateur et la position des articulations dans l'espace. Donc, c'est la pose et l'orientation de chacune des articulations. Donc, en dessous du capot, cette librairie-là utilise un réseau de neurones profonds entraîné bout en bout sur ces données-là. Puis, ça va sortir en sortie toutes les articulations du corps, s'il y a un ou plusieurs utilisateurs dans la scène. Ensuite, pour ce qui est de faire de l'animation, j'ai utilisé le moteur de jeu Unity, dans lequel j'ai monté une scène très simple, dans laquelle j'ai mis simplement un avatar humanoïde que j'ai trouvé dans une bibliothèque dans le Unity Asset Store. Et puis, bon, cet avatar-là reprend la représentation que j'ai montrée tout à l'heure avec une transformation rigide pour chaque articulation. Pour ce qui est de la partie plus logicielle dans ce projet-ci, de très haut niveau, j'ai séparé la logique en deux morceaux. Donc, d'une part, j'ai un script que j'ai écrit en Python qui va contrôler le capteur, interagir avec la librairie de Microsoft pour faire le suivi du corps, qui est une librairie en C++. Et puis, bon, ce script-là va faire tout ce qui est conversion pour être sûr que obtenir directement les rotations dans un repère local, puisqu'au départ, elles sont données dans le repère global de la caméra. Je vais convertir chacune des articulations pour avoir dans le repère uniquement du parent, puis je vais convertir un peu le formatage pour que ce soit le plus simple possible une fois rendu dans Unity. Et puis, du côté du moteur Unity, je me suis ajouté un script d'interaction qui est responsable de manipuler le graphe de scène et donc de copier les rotations directement sur l'avatar pour chacune des articulations. Et puis, ces deux composantes-là communiquent au moyen d'un socket TCP. Donc, j'ai procédé de cette manière-là pour simplifier vraiment l'inclusion des librairies externes parce que, bon, dans un environnement comme celui d'Unity, ça peut être un peu restrictif dans les librairies externes qu'on peut importer, etc., etc. Donc, le but, c'était vraiment de simplifier le développement puis de séparer ça en deux morceaux pour cette raison-là. Bon, maintenant, je vais faire une démonstration en direct. Là, j'ai une vidéo si la démonstration ne fonctionne pas, mais je vais l'essayer en direct. On va prendre quelques secondes. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort comme je m'éloigne du micro. Donc, ce qu'on voit ici à droite, c'est la sortie directement du capteur sur laquelle j'ai proposé la position des articulations telle que retournée par la librairie de suivi. Donc, on voit que je suis capable de, en temps réel, déplacer. Puis, à gauche, on voit que ça c'est copié dans l'avatar de la scène Unity. Donc, on voit que, bon, sur les bras, c'est un effet relativement convaincant. Ça marche aussi sur, par exemple, la tête. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais on voit que, bon, l'avatar déplace sa tête aussi. Et puis, on voit que, bon, je suis capable de déplacer les jambes un peu. C'est un peu plus difficile à voir parce que les pieds ne sont souvent pas dans l'image, mais on voit que, bon, c'est quelque chose de relativement convaincant pour ce projet-ci. Donc, voilà pour la démonstration. Donc, maintenant que j'ai montré ça, je vais commencer par introduire le logiciel, si on veut, concurrent à mon prototype fonctionnel, qui est la trousse Movebox développée et distribuée par Microsoft de manière open source. Donc, si on veut, ça nous permet de faire une comparaison assez directe de ce que c'est, puisque ça permet, le but de cette librairie-là, c'est de faire l'animation d'avatars provenant de la bibliothèque Rocketbox, qui est également fournie par Microsoft, directement dans l'environnement Unity, au moyen d'un capteur de la famille Kinect. Donc, cette trousse-là n'est pas limitée seulement
au capteur Kinect Azure comme c'est le cas de mon projet, mais supporte plusieurs capteurs de la famille Kinect. Donc, le défaut, si on veut, le plus évident de mon prototype fonctionnel, que j'ai fait bien attention de ne pas montrer lors de la démonstration, c'est par rapport à la correspondance des angles. Donc, on voit ici, dans l'image de droite, on voit que mes deux bras sont placés devant mon corps, mais que dans l'animation, on voit que le bras gauche est correct, mais le bras droit, il y a quelque chose d'un peu bizarre qui se passe, puis on le voit plutôt derrière le corps. Donc, il y a quelque chose ici dans la manière soit que le capteur retourne les informations, son repère de coordonnées, ou peut-être un détail dans l'implémentation de la SDK de body tracking, mais qui fait que de manière simple, je n'arrivais pas à reproduire toutes les transformations requises pour avoir un résultat naturel. Par contraste, le logiciel Movebox, lui, définit toutes sortes de changements de repères et de matrices de transformation, en plus de ce qui est retourné par le capteur, qui semble défini de manière un peu arbitraire. Donc, mon but dans le cadre de ce projet-ci, ce n'était pas de reproduire naïvement toutes ces transformations-là sans les comprendre, mais plutôt de partir d'un minimum, si on veut, plus viable. Donc, c'est sûr que comparé à un logiciel commercial qui aurait pu être plus développé pendant plus longtemps, on voit que là, ça, c'est un problème évident de mon prototype qui aurait pu être réglé avec une meilleure connaissance du capteur lui-même. Ensuite, déplacement dans la scène. Vous avez vu dans la démonstration que l'avatar flotte au milieu de l'espace, puis les jambes étaient pas très naturelles, puis flottaient un peu comme ça. Le logiciel Movebox, ce qu'il ajoute, c'est une translation et une rotation sur le nœud racine. Donc, j'ai volontairement laissé ces transformations-là déconnectées de mon prototype fonctionnel, mais l'idée, c'est que, par exemple, si je me déplaçais dans la scène physique, je pourrais voir l'avatar qui fait une translation également dans la scène virtuelle. Donc, ça aurait pu ajouter un degré de réalisme intéressant. Ensuite, pour ce qui est de la fluidité, dans les cas des deux logiciels, on n'a pas vraiment de problème à atteindre le 30 images par seconde qui est fourni par le capteur. Cependant, ce qu'on pourrait ajouter, c'est ce que Movebox fait, c'est une interpolation sur les angles. Donc, si la caméra est limitée à 30 fps, ce n'est pas nécessairement le cas du rendu dans Unity. Donc, par exemple, sur une machine plus moderne ces temps-ci, c'est facile d'atteindre 60 images par seconde ou même 120 images par seconde. Dans ce contexte-là, ça peut être intéressant d'ajouter une interpolation entre les images de la caméra qui permet d'avoir un mouvement par exemple, sur les 120 images qui sont rendues par le moteur de jeu. Donc, c'est quelque chose qui aurait pu être ajouté également. Ensuite, portabilité. Celle-là, c'est une critique qui se fait un peu également sur les deux logiciels. Dans le cas de mon prototype, par exemple, ça c'est peut-être un peu plus évident, pour ce qui est du contrôle du graphe de scène, contrôle de l'avatar dans Unity, je suis fortement couplé au nom en chaîne de caractères des articulations. Donc, par exemple, dans le format des données envoyées d'un programme à l'autre, je dois absolument retrouver le nom exact, shoulder, L pour l'épaule gauche, etc. Donc, puis le logiciel Movebox est susceptible à la même critique. Donc, une chose qui aurait pu être améliorée, comme on est dans l'environnement Unity, Unity offre un certain API spécialisé pour ce genre de traduction-là dès qu'on importe un avatar humanoïde finalement. Donc, ça, c'est très utilisé dans le domaine du jeu vidéo, où finalement, Unity offre la traduction d'une articulation, si on veut, classique du corps vers le nœud du graphe de scène tel que défini dans l'avatar. Donc, avec cette simple modification-là, ça permettrait aux deux logiciels de supporter n'importe quel type d'avatar tel qu'on les retrouve puis tel qu'on les utilise dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, ça aurait vraiment amélioré la portabilité de ces logiciels-là. Alors, voici, ça fait un bref survol du projet que j'ai réalisé dans le cadre de ce cours-ci. Donc, maintenant, je suis prêt pour si vous avez des questions. Merci, Kento, pour cette présentation et je dois souligner l'audace de présenter une démonstration live dans un séminaire
Zoom, donc tu as le mérite d'avoir tenté ça. Bravo. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en aurais une pour lancer le bal, peut-être. Est-ce que tu sais si dans le SDK de Microsoft, il y a un engin de physique aussi qui est couplé à l'engin d'animation pour que la physique, par exemple, terrestre, la gravité, soit prise en compte, par exemple, ou si ce n'est pas du tout le cas? Oui, là, c'est dans Unity là, pour faire l'animation. Oui, peut-être, oui. Plus dans Unity que dans le SDK. Oui. La physique spécifiquement, je n'ai pas rien vu de tel. Je sais qu'ils ont rajouté toutes sortes d'améliorations un peu connexes pour rajouter du réalisme, comme un simulateur de clignement d'yeux, un module pour faire la synchronisation des lèvres par rapport à un flux audio. Pour la physique elle-même, ça, je n'ai rien vu, par exemple. Mais c'est peut-être que ça existe, mais je n'ai pas porté attention. Cela dit, quand tu fais le tracking d'un bras, par exemple, si je soulève le bras, il est soumis à la gravité terrestre. Là. Donc, c'est comme pris en compte par le tracking directement au niveau de la Kinect. Mais Oui, je me effectivement. demandais s'il y avait un engin de physique ailleurs, par exemple, pour tenir compte de d'autres interactions. Si tu as plusieurs personnes dans la scène, s'il y a des collisions, ainsi de suite, ça prend un engin de physique, sinon les avatars vont s'interpénétrer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soit dans le chat, soit live. Ça t'a pris combien de temps à développer ça à peu près dans le cadre d'un cours de 3 crédits? Oui, William aurait une question, excuse-moi. Ah, oui. Vas-y, William. Salut Kento. Salut. Est-ce que tu pourrais retourner à la page de ton architecture, s'il te plaît? Oui. Ouais, ici. Dans le fond, je voulais savoir pour tes images RGBD, est-ce que tu avais pris un wrapper Python ou tu as vraiment utilisé le SDK? En C++ ou tu as passé par un wrapper Python puis tu fais les RGBD en Python? La réponse, c'est oui. Parce que, bon, oui, je suis parti de certains bindings Python, parce qu'en dessous, ce que j'appelle, c'est sûr, ça s'appelle la même librairie en C++. Cela dit, j'étais parti de Microsoft qui avait commencé à faire une ébauche du contrôle du capteur. Puis, bon, ce n'était pas exactement complet. J'avais rajouté quelques petites affaires. Donc, c'est un peu un patchwork dans ce sens-là. Je sais qu'il y a certaines librairies externes qui sont plus complètes, mais pour faire ce genre d'affaires-là, c'était pas plus payant, si on veut. C'était assez simple. Le contrôle de bas niveau du capteur, c'était assez simple que je n'avais pas de problème à patcher un peu ces librairies-là. Puis pour ce qui est du body tracking lui-même, ça, je n'ai pas vu de librairie externe qui le faisait. Donc, je suis parti de binding Python un peu fait sur un coin de table. OK, merci. Non, c'est ça, c'est parce que par le passé, j'avais déjà vu des différences de résultats lorsque tu utilisais un wrapper Python. Tu faisais la transformation avec OpenCV Python, VS, comment ça se passait en C++. Ah oui, effectivement. Mais ouais, c'est ça. J'utilise quand même les objets puis les classes qui proviennent de la SDK en C de Microsoft. Donc, mon wrapper, je ne l'ai pas programmé au complet, là, mais essentiellement, lui, il maintient des références sur des structures C++ qui proviennent de Microsoft. Là. Il y a une question dans le chat de Vincent Poiré. Est-ce qu'il est possible, avec une des librairies de Microsoft, de faire une détection détaillée des expressions faciales, ce qu'on appelle les Facial Action Unique Facial Action Coding System, en utilisant la Azure Kinect? Dans ce qui est fourni par Microsoft directement, je ne l'ai pas vu. Par contre, j'ai vu des librairies externes, par exemple de Google, qui sont capables de faire ce genre de choses-là avec des caméras plus génériques, là, qui pourraient techniquement s'appliquer à la Kinect aussi parce qu'on est capable de sortir un flux RGB seul. Mais dans ce qui est de la Kinect Azure, puis ça, j'ai vu des critiques par rapport à ça, par exemple sur GitHub, où là, vraiment, il y avait des commentaires négatifs comme quoi la librairie était moins permissive que la librairie Kinect des générations précédentes. Donc,
C'était peut-être possible dans les versions précédentes, mais sur la Kinect Azure, ce n'est pas possible directement de Microsoft. OK. Donc, finalement, c'est parce que les fax, tu peux les décoder à partir de la caméra RGB, Ouais. mais tu n'as rien vu dans le SDK qui permettait de le faire avec la Azure, c'est ça? Non, pas directement. Parce que tu as des compagnies comme Vicon là, qui font des trackers actifs avec des billes, là, des marqueurs. Puis là, bon, évidemment, ils en mettent. Tu as un SDK qui vient avec le Vicon qui permet de faire une animation assez remarquable là, du visage. Mais c'est pas, c'est avec des marqueurs, là, tu ne peux pas faire ça à partir de rien. Mais donc, finalement, la réponse à la question de Vincent, c'est non. Tu ne peux pas le faire avec la Azure Kinect. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vais te remercier, Kento, pour ta participation, puis je vais laisser la parole à Annette là, qui va fermer ça pour ce séminaire de cette semaine. Annette? Merci beaucoup, Kento, pour cette présentation. Puis moi aussi, j'étais vraiment impressionnée que tu as fait un démo live en plein Zoom. Merci.